On va vous demander, Madame Turc et Monsieur Étienne, d'intervenir successivement et de nous présenter vos pratiques et vos réalisations. Euh, et on essaiera de faire en sorte que vous puissiez entendre ce qui se dit ici, mais c'est pas forcément gagné. Alors, on va commencer par, si vous voulez bien, par vous, Madame Turc. Donc vous êtes responsable du littoral à la ville d'Ajaccio. Vous nous avez envoyé un certain nombre de photos qu'on va essayer de montrer si le son n'est pas terrible. J'espère que l'image sera meilleure. De ce que vous avez mis en place sur la commune d'Ajaccio et sur les plages de la commune d'Ajaccio. Alors là, on a un magnifique âne qui s'affiche à l'écran. Alors, c'est peut-être pas ça la première photo que vous auriez voulu qu'on diffuse. C'est combien de linéaires de plage, là, la ville d'Ajaccio? 22 kilomètres environ. 22 kilomètres. Oui. 22 kilomètres, et donc vous avez modifié votre pratique de nettoyage des plages. Vous l'avez fait quand et dans quel but? Qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce qui vous a donné l'envie, je dirais, la nécessité de faire évoluer ça? Alors oui, bonjour. Du coup, moi, je suis en poste depuis 1 an et demi à peu près au sein de ce service, donc qui est le service littoral et espace naturel de la ville d'Ajaccio. La démarche de gestion raisonnée du littoral était déjà engagée depuis 2017 par notre deuxième adjointe Caroline Corticciat, vraiment dans un but d'excellence environnementale sur plusieurs thématiques, dont le littoral. Euh, la ville s'est faite accompagner dans un premier temps par l'association Rivage de France, justement, qui a permis l'élaboration d'un diagnostic, puis ensuite un plan de gestion en fait raisonné du littoral, qui a été mis en application à travers différentes actions un peu au fil des années. Donc ce diagnostic a été finalisé en 2020. Et à partir de là, voilà, il y a la réflexion qui a été menée sur les différents types de littoraux qu'on retrouvait, notamment la caractérisation des plages. Donc, je crois vous en avez parlé ce matin, mais voilà, du caractère très naturel à très urbanisé. On se retrouve un peu avec tous ces cas de figure, nous, sur la commune. Donc, les premières actions qui ont été mises en place, c'était vraiment de réussir à catégoriser et à adapter le nettoyage qui était fait par rapport à ces plages en termes de fréquence et en termes de moyens mis en œuvre pour le nettoyage. Donc, à partir de là, toutes les plages naturelles ont systématiquement été traitées de façon manuelle, mais on a maintenu le nettoyage mécanique, mais également tout ce qui est profilage des plages de façon enfin voilà, l'idée c'était de faire des belles plages toutes plates pour les usagers. Et lorsque je suis arrivée donc en décembre 2023, on avait la volonté, ça a été de tester parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait être perçu par la population et les touristes. Mais ça a été de faire une année test un peu, donc qui s'est déroulée sur 2024, où on a arrêté totalement en fait le nettoyage mécanique et le profilage des plages, c'est-à-dire l'intervention d'engins sur les plages. Y compris sur les plages urbaines. Tout à fait, sur toutes les plages. Donc, ça a été accueilli d'une façon mitigée en fonction des différents publics concernés. Mais il a fallu en fait voilà, beaucoup dialoguer avec notamment les paillotistes qui sont sur site et qui nous disaient qu'ils avaient besoin d'avoir des endroits propres, des endroits plats pour pouvoir installer leur transat, leur terrasse. Et puis, à force de dialogue et de sensibilisation, en fait, on a réussi à obtenir leur adhésion en fait à cette gestion raisonnée des plages. Et à l'heure actuelle, effectivement, enfin, le bilan de l'année a été très positif à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'année prochaine, on repart exactement sur
sur le même schéma, c'est-à-dire aucune intervention mécanique. Les seuls cas où on va intervenir, mais c'est pas lié, j'ai envie de dire, au volet économique, c'est pour de temps en temps dégager des exutoires en fait d'eau qui se jettent sur certaines plages et qui ont tendance là, pour le coup, soit à se boucher, soit à créer des grosses ravines sur la plage. Mais à titre d'exemple, l'année dernière, on l'a fait qu'une seule fois sur une seule plage en fait, donc ça a été très très limité. Donc ça a été le premier, enfin la première grosse action sur lequel on attendait un petit peu un retour et du public et des usagers plus économiques du littoral. Et la deuxième grosse modification qu'on a fait l'année dernière, c'est qu'on a supprimé toutes les corbeilles qui se situaient sur les plages. Alors là, ça a été beaucoup plus compliqué, on va dire, en début de période estivale parce que, les gens n'ont pas compris en fait, et puis alors on a eu énormément de retours négatifs au début en disant: «Oui, on peut plus jeter nos déchets». Et petit à petit, on s'est rendu compte que dans les usages, au fil de la saison, ça a été flagrant en fait et on a ramassé beaucoup, beaucoup moins de déchets sur les plages, on va dire au mois d'août et de septembre qu'au mois de juin et juillet. Donc je pense que les gens ont petit à petit pris le pli. Le fait qu'il y ait plus de poubelles, nous, ça nous a permis, d'éviter parce que, enfin, je pense que tout le monde est confronté à la même problématique, c'est-à-dire qu'une fois que les poubelles sont pleines, si elles sont pas, vidées, assez rapidement, bah, les gens, ils posent dans le sable à côté et heu et nous, on avait la problématique aussi des goélands, donc ça, je pense que c'est à peu près partout et des sangliers parce qu'il y a pas mal de sangliers maintenant en milieu urbain, qui venaient et qui arrachaient tout en fait et qui, étalaient les poubelles, sur le sol et bien évidemment, tous ces déchets-là, repartaient à la mer. Mais vous dites que, que les gens ont compris petit à petit, mais c'est petit à petit en une seule saison quand même, donc c'est En relativement rapide. Ouais, tout à fait, en une seule saison. Alors pour vous donner un peu des enfin voilà, des chiffres, on a eu, en 2024, 2 fois moins de déchets collectés qu'en 2023, sur la saison de juin à septembre. C'est-à-dire qu'on est passé heu, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, enfin je les ai peut-être notés, mais, que je vous dise pas de bêtises. Alors, le facteur déclenchant, c'est, à votre avis, le facteur, l'explication, la première explication à ça, c'est le fait de passer du ramassage mécanique au ramassage manuel, ou bien c'est le fait d'enlever les poubelles? Non, je pense que ça a été vraiment le fait d'enlever les poubelles. C'est-à-dire qu'il D'accord. y a eu voilà, sur tout ce qui est plage urbaine, vraiment du centre-ville, il y a eu un report probablement d'une bonne partie des déchets sur la voirie, mais au moins on a évité la prolifération des déchets avec soit la météo, soit les animaux, enfin tout ce que je vous ai exposé précédemment sur le plage et du coup un retour à la mer. Euh, et le nettoyage mécanique après posait quand même problème parce que, enfin, je pense il y a quand même une petite partie qui était issue aussi du nettoyage mécanique parce que avec les cribleurs, enfin voilà, on embarque de toute façon du bois ou des choses comme ça et le tri est pas fait de façon exhaustive et forcément il y a enfin de la laisse de mer qui part en déchetterie alors que ça devrait pas quoi. Donc je pense que c'est un peu des deux, mais vraiment, à mon avis, l'effet corbeille supprimé. Ouais. Vous étiez avec nous ce matin, il y a une des remarques qui ont été faites, c'est de dire, euh, avec le ramassage mécanique, on fait un ramassage beaucoup plus superficiel. Les déchets qui sont un peu enfouis, ceux-là, on passe à côté. Est-ce que c'est un problème ou pas? Alors nous, ça a été vraiment une grosse modification au niveau. Alors on emploie des saisons. Alors en hiver, on a plusieurs façons. On a quelques agents en régie qui interviennent. On fait appel autrement à des associations d'insertion professionnelle. Et puis, comme si vous avez vu la photo avec l'ânier, on a aussi, un prestataire qui intervient, avec des ânes sur les plages et qui fait directement le tri. Mais en saison, c'est vraiment exclusivement les saisonniers qui interviennent, donc du mois de juin au mois de septembre, encadrés par nos équipes. Et là, leur travail a vraiment changé parce qu'avant, il consistait essentiellement à aller, récupérer tous les sacs des corbeilles et heu et après à les emmener en centre de traitement. Alors que maintenant, c'est vraiment un tri, très, très fin qui est fait. L'objectif, comme je leur ai dit, c'est,
de récupérer aussi tout ce qui vient de la mer. Donc, ils ramassent vraiment des microplastiques, enfin, tous les micro-déchets qu'on peut trouver, les polystyrènes, enfin, mais vraiment à une échelle micro. Et du coup, bah, il y a beaucoup moins de poids de déchets aussi parce que la plupart du temps, ce sont vraiment des toutes petites choses. Et je pense que même dans l'image du métier, on va dire, il y a eu une belle avancée, c'est-à-dire que bah, là, on recherche vraiment des jeunes qui ont une vocation, enfin, qui sont sensibles à l'environnement et qui ont la conscience de faire un travail de fond et plus juste un travail de surface des boueurs des plages, en fait. Enfin, c'est vraiment ça a grandement changé notre façon de travailler avec eux et on les a également, enfin, on a mis en place des actions de formation au tout début de la saison pour les sensibiliser. J'ai vu que ce matin, vous parliez aussi des tortues. Mais pareil, on les a à chaque début de mois, en fait, on fait une formation avec une association, CARI, qui est présente sur la Corse, avec des bénévoles qui viennent présenter aux saisonniers bah voilà, les traces qu'ils pourraient déceler le matin parce qu'ils sont là, eux, aux premières heures, à 6 heures, ils sont sur la plage. Donc, bah, c'est le meilleur moment, enfin, en tout cas, le plus propice pour voir des traces de tortues avant qu'effectivement, même les gens piétinent le sable. Et, voilà. Et on a une action un peu plus spécifique sur les mégots, c'est-à-dire qu'on a le tri des déchets qui n'est pas fait aujourd'hui de façon sélective sur la plage. Par contre, on met en place pour la saison à venir là un tri au moins des mégots, c'est-à-dire que les saisonniers seront tous équipés et d'un sac, enfin d'un filet en fait pour récupérer les mégots et de sacs pour récupérer les déchets sur la plage. Mais alors, employer tous ces saisonniers plus ces agents en régie, là où avant vous aviez un opérateur avec son tracteur et sa cribleuse, ça doit vous coûter une fortune. Ben non, parce qu'en fait, les saisonniers étaient déjà présents. Euh, et on a le même nombre de saisonniers, enfin, on a pris le même nombre de saisonniers en 2024 qu'en 2023. Donc, à ce niveau-là, la masse salariale pour la mairie n'a pas changé. Par contre, effectivement, on a économisé la location du cribleur et puis ben, enfin, tout ce qui va avec, hein, l'entretien, le carburant, enfin voilà, parce qu'on n'a plus du coup de moyens lourds maintenant pour intervenir sur les plages. Donc, on a économisé sur ce plan-là. Enfin, ça nous est pas revenu plus cher. La seule chose qu'on a fait qui représente vraiment un surcoût pour nous, c'est on fait intervenir plus souvent la personne avec ses ânes parce qu'il a vraiment un rôle de sensibilisation très très fort. On se rend compte en fait dès qu'il arrive sur les plages, les gens ont tendance à venir vers lui et il est très très ouvert au dialogue et il est lui-même très sensible et il forme, enfin voilà, il présente très très bien les choses en termes de biodiversité et les enjeux que ça représente de travailler comme ça sur les plages. Euh, et voilà, notre surcoût, il est là. Mais par contre, on arrive quand même entre le poids de déchets qu'on retire, donc qui est inférieur, on a moins de retraitement, et, l'arrêt, enfin la suppression totale des entretiens mécaniques, on arrive à un bilan qui est positif pour nous de toute façon, qui nous coûte moins cher qu'en 2023 sur la saison 2024. L'ordre de grandeur du budget que vous avez économisé? Là, c'est à l'échelle de 30 000 euros environ, entre 2024 et 2023. Si vous voulez bien, je vous propose de rester avec nous si vous nous entendez à peu près correctement. On va demander à Jean-François Etienne, qui est donc directeur général des services de la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île, de nous raconter à son tour l'expérience de sa commune. Alors, la commune, on peut le dire, la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île n'a pas une notoriété encore, n'a pas encore une très grande notoriété. En revanche, si on rappelle que avant elle s'appelait en partie la Faute-sur-Mer, là tout le monde sait de quoi on parle et d'où on parle. Donc Monsieur Etienne, vous aussi vous avez renoncé au ramassage mécanique. Oui, exact. Bonjour à vous. Bonjour. C'est vrai qu'on connaît mieux notre territoire sous le nom de la Faute-sur-Mer depuis 2010 que sous le nom de l'Aiguillon de la Presqu'île. Pour ceux qui se situent, donc on est donc sur le littoral atlantique, sud de la Vendée, limite Charente-Maritime, en face de l'île de Ré, avec une caractéristique un peu géomorphologique, c'est une pointe sableuse. Donc, aujourd'hui, on a un transfert sédimentaire de sable
du nord vers le sud, qui vient terminer sa course en fait sur notre territoire. Et on a une chance, entre guillemets, c'est un territoire qui s'agrandit à peu près de la taille d'un terrain de foot chaque année sur ce transfert sédimentaire. Donc, on a plutôt des plages qui sont larges, assez grandes, et qui constituent à la fois notre carte de visite et, et puis notre atout, entre guillemets, touristique, et en même temps notre outil de protection, notre territoire, puisque la faune est protégée par deux secteurs. Alors, par les digues, côté estuaire, donc côté estuaire du Lay, d'un petit fleuve côtier, et puis côté océan, par un système dunaire assez bien installé, parties forestiers et des parties sur des dunes grises. Pour info, lors de l'événement Xintia de 2010, c'est principalement des surverses côté donc estuaire, des surverses de digues anthropiques, hein, de digues qui avaient été faites dans le cadre de poldérisation, qui ont été submergées et pas du tout sur le côté océan. Bon, pour revenir sur notre histoire, nous, c'est un peu une vieille histoire, l'histoire du nettoyage raisonné. Ça a commencé avant 2010. Ça a commencé avec Florian, Rivage de France, tout de suite. Donc, vous voyez, ça commence à faire bientôt 15 ans. Au départ, on est comme tout le monde, on a un tracteur, une cribleuse, et puis on a à peu près 2,5 km de plage. On a 12 km de plage en fait sur l'aiguillon la Presqu'île, et on en a 2,5 km qui sont principalement des zones de baignade sur lesquelles il y avait des interventions avec des cribleuses. Et puis on a évolué dans un premier temps vers une sectorisation en fait de ces secteurs, avec des lieux sur lesquels on a continué du nettoyage mécanique dans les années 2011-2012, peut-être jusqu'en 2010-2011 plutôt. Et puis on avait sur d'autres secteurs, soit passé déjà au ramassage manuel avec des associations d'insertion. Et puis au fur et à mesure du temps, cette évolution, elle s'est traduite par une suppression définitive de l'ensemble de la mécanisation dès les années 2013. Et ensuite sur la suppression complète à la fois de la partie mécanique et de la partie manuelle depuis quasiment 2017. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, les plages, comme d'ailleurs ma collègue de Corse, on a supprimé en même temps l'ensemble des poubelles qu'il y avait sur les plages, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire des difficultés de gestion de poubelles qui se remplissent un dimanche de soleil et où on n'a pas les équipes pour pouvoir intervenir à 15 heures en plein après-midi pour vider une poubelle, et qui générait énormément de déchets supplémentaires. Donc ça, c'était le premier élément. Et cette évolution, en fait, vers le zéro déchet, entre guillemets, à la fois en enlevant les poubelles et en intervenant le moins possible, elle a été assez bénéfique. Alors, le premier gros bénéfice, dont il faut parler quand même, il est économique pour nous. Aujourd'hui, c'est 50 000 euros de gagner, alors sur une collectivité qui est pas une grosse collectivité, hein, c'est une commune d'environ 2800 habitants l'hiver et à peu près 22 000 l'été, donc c'est pas une grosse commune. Mais 50 000 euros, ça compte. Le budget de fonctionnement de la commune, c'est combien? Le budget de fonctionnement de la commune, c'est 6 millions d'euros. D'accord. Donc 50 000 euros, ça passe pas inaperçu quand même. Ouais. Oui, oui, sur l'aspect plage. Bon, en termes de TP, ça veut dire que c'est des saisonniers en plus à faire autre chose, et des choses plus intéressantes que de passer la cribleuse ou de collecter des poubelles sur la plage, en tout cas. Et je reviens là-dessus, c'est sur l'offre métier qu'on a derrière et à la fois sur la qualité de service qu'on peut offrir à notre public sur d'autres choses, donc notamment sur l'amélioration des aménagements plages. On a pu créer derrière, avec les financements dégagés, des espaces plus contemplatifs, sur des aménagements qui étaient liés en fait à créer sur l'espace des lieux sur lesquels on retrouve du service qui soit lié au milieu, quoi. Et on a eu aussi un âne en régie qui a tourné pendant 3 ans, un âne pédagogique, comme on dit. Ouais, donc on a eu des saisonniers aussi, avec un soutien d'un financement Natura 2000, pour basculer sur des saisonniers, des jeunes étudiants plutôt engagés, qui avaient un âne en main et qui faisaient en fait le ramassage manuel quand on a supprimé la totalité du nettoyage mécanique. Et puis qui servait surtout, qui était très pédagogique et euh, les enfants venaient, emmenaient les parents avec eux et ça permettait de communiquer sur pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est que plus on a avancé dans le temps, plus on s'est rendu compte que finalement, à la fin de la journée, nos deux saisonniers, ils ramassaient quasiment plus rien. C'est-à-dire qu'en gros, leur sac était vide. Donc l'aspect pédagogique avait fonctionné, les gens ne déposaient plus de déchets. Donc aujourd'hui, le déchet restant, c'est un déchet qui est principalement professionnel pour nous, donc qui est lié à une grosse activité mythilicole et ostréicole qui est sur notre territoire.
Les ostréiculteurs et les mytiliculteurs sont générateurs d'un déchet plastique. Alors, du côté ostréicole, c'est ce qu'on appelle des collecteurs, hein. Et puis du côté des mytiliculteurs, donc de la moule, ici, on a un grand site sur la moule de Bouchot. On a ce qu'on appelle des filets de catinage, qui est un filet qui vient recouvrir les moules pour essayer de les bloquer sur les bouchots et qui est aussi générateur de déchets, plus un peu de pêche. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les déchets qu'on récolte, on les récolte plutôt l'hiver et on garde donc des opérations citoyennes à travers à la fois les bacs à déchets et puis à travers des opérations ponctuelles de collecte des macrodéchets. On n'est pas. Et après, le reste du temps, on n'a plus que en fait, une équipe qui tourne le matin alors, pour passer sur les 3 postes de secours, sur des aspects techniques de suivi des postes et puis des sanitaires qui sont là, et qui en même temps sont amenés à intervenir encore un peu sur les plages en nettoyage, sur principalement les déchets occasionnels qui sont faits par les fêtes tardives des jeunes, des jeunes touristes qui, à partir de 3-4 heures du matin, vont finir en fait leur soirée sur les plages autour d'un feu, souvent alcoolisé, et qui oublient de repartir avec leur pack de bière vide et qui nous les laissent sur la plage. Donc ça veut dire qu'avec quelques ganivelles brûlées qu'on servit à l'occasion d'allumer le feu. Ça, que si quelqu'un dans la salle n'a jamais été jeune, qu'il se lève. Mais on ne peut pas y échapper vraiment. Et c'est à peu près ce qu'il nous reste. Comme intervention, j'avoue que on a. Moi, j'ai deux choses que je retiens sur ce projet. Un, c'est que tous les blocages qui étaient annoncés au départ, à la fois au sein des conseillers municipaux, qui étaient réticents à supprimer ce nettoyage mécanique, et à la fois au titre des concessionnaires des plages ou des touristes ou des offices de tourisme d'ailleurs, ont été levés très rapidement par leurs résultats. C'est-à-dire que la première année, il a fallu faire comprendre aux gens que ça ne changerait pas et que tout allait bien se passer. Et la deuxième année, ils se sont demandé comment pendant 15 ans on a pu passer un tracteur. Donc c'est quand même assez surprenant ce genre de choses, quoi. Donc vous faites le même constat que Madame Turc. En fait, on s'en fait, si j'ose dire, une montagne, mais au bout d'une saison, c'est réglé et c'est passé dans les mœurs. Ah ben, c'était totalement réglé et c'est passé dans les mœurs. Et j'en suis. Et je pourrais pas. Il serait hors de question de revenir en arrière. J'aurais levé de bouclier aujourd'hui si demain je passais un tracteur avec une cribousse. Alors, peut-être une question à tous les deux. J'ai pas bien compris ce qui, au départ, vous avez amené à amorcer cette réflexion. Quel a été l'élément déclencheur? Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, et si on arrêtait la cribleuse? Alors, je peux parler. Alors, moi, j'étais là à l'époque sur d'autres missions. J'étais en direction technique. Euh, le travail de Florian, Rivage de France. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une histoire ancienne, parce que quand il est venu nous rencontrer pour nous dire il y a moyen de faire autrement, les élus n'étaient pas prêts. C'était pas quelque chose qui était encore audible. En plus, on était dans un contexte, entre guillemets, climatique. Il y a 15 ans, les niveaux marins, la montée, les problèmes de biodiversité, c'était pas un sujet prégnant du quotidien. Ça existait, mais c'était pas un sujet prégnant du quotidien, en tout cas. Et je pense que là, c'est évident qu'il y a eu cette première démarche d'accompagnement, de dire voilà, on peut vous accompagner et vous aider, vous verrez, ça se passera mieux pour vous, vous aurez moins d'embêtements et ça vous coûtera moins cher. Et la nature en profitera. Ça, c'est un élément, je pense, indispensable. Après, il y a eu, du coup, derrière cet accompagnement, ça oblige à mener une réflexion, notamment sur des aspects pédagogiques. On avait en même temps monté une expo sur la laisse de mer qui a été installée sur les plages, donc expo sur bâche, un truc un peu sympathique. Ça a obligé aussi à réfléchir sur des visites guidées, des animations sur le milieu dunaire. Enfin voilà, c'est accompagné en termes de communication et en termes je dirais, d'acculturation du public, des touristes. Mais on a à la fois, au début, on était probablement un peu au départ du projet à l'échelle nationale. Aujourd'hui, sur le littoral atlantique, je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de cribleuses encore qui tournent. Florian doit le savoir mieux que moi. S'il y en a encore beaucoup de cribleuses qui tournent sur le littoral vendéen. En tout cas, j'ai l'impression que ça a fait un peu, ça a fait un peu boule de neige sur l'ensemble du littoral, quoi. Ça a fait école. Madame Turc, alors vous n'étiez pas à votre poste au moment où la réflexion a été lancée, mais à votre connaissance, c'est la même histoire. Le mauvais génie, ça a été Florian Geffroy qui est venu dire vous devriez faire autrement. Ben, enfin, moi, de ce que j'ai retenu, oui, effectivement, je pense que ça a été l'élément, enfin, l'impulsion, elle vient de là. Et puis, évidemment, ce que je disais de la volonté politique de notre deuxième adjointe, c'est-à-dire que
Elle a voulu vraiment, voilà, qu'il y ait une prise en compte de l'environnement, en réussissant parce que le pari, c'était un peu, enfin, parce que c'est quand même une commune assez touristique, aussi l'été, c'est réussir à concilier les usages, entre, bah, justement tourisme, volet économique et enjeux environnementaux et oui, comme, mon collègue là, effectivement, ça a été vraiment, une belle surprise, je pense, de se dire qu'en un an, enfin, finalement, parce que la grosse bascule, ça a été l'arrêt des engins mécanisés, hem, c'était un gros pari et en fait, ça a été vraiment une très belle surprise et je pense que c'est pareil, on ne pourrait plus revenir en arrière. Il y a eu un vrai pas en avant de fait et je pense que même les habitants d'Ajaccio aujourd'hui nous diraient: «Non, plus de tracteurs sur les plages», quoi. Merci à vous deux. Alors, on va poursuivre l'échange. Alors, je ne sais pas si vous n'avez peut-être pas entendu, mais il y a eu des applaudissements dans la salle qui vous sont adressés. Merci à vous deux. On va poursuivre l'échange. Si vous pouvez rester avec nous, c'est bien, mais on va essayer de faire en sorte que vous puissiez entendre à peu près ce qui se dit. Ça a l'air difficile. Florian Geffroy, donc on voit bien que dans les deux cas, ta responsabilité est engagée. Tu n'y es pas, comme on disait ce matin, tu n'y es pas pour rien. Est-ce que là, on a vu tes deux appartements de témoins, et est-ce qu'il y a plein d'autres endroits où ce parcours a été effectué, ou bien est-ce que ça reste compliqué d'aller convaincre de nouvelles communes? Oui, alors juste pour revenir quand même sur les deux communes, ça s'est fait aussi avec une forte volonté de certaines personnes au sein des communes. Jean-François Etienne, bien sûr, aussi son collègue, tu passeras bonjour Jean-François à Eric. Et puis à Ajaccio aussi, il y avait une volonté aussi de démarrer. Mais toujours, au départ, ce que je note tout le temps avec les communes, c'est qu'il y a un gros frein. Ça part de la bonne volonté de quelques personnes, mais il faut l'ensemble du conseil municipal au final, etc. Donc je vais les aider à convaincre quelque part le conseil municipal à ce niveau-là. Et c'est ce que, moi, quand je travaille avec une commune pour les accompagner, etc., ou quand j'accompagne une communauté de communes qui, à son tour, va sensibiliser les communes, j'aime bien leur proposer, commencer par tester sur une plage. Faites pas tout d'un coup, etc. Prenez votre temps, ça ne va pas te faire du jour au lendemain, parce que ce premier test, en fait, il va vous aider déjà à mieux comprendre les choses, voir que les résultats vont vite, voir qu'au final, ça passe pas si mal que ça, etc. Donc ça, c'est généralement, en termes de méthode, ce qui fonctionne bien. Et avec la Faute-sur-Mer, ça a pris quelques années. Je me rappelle, il y a eu... on est parti de 3 km ratissés, après on est parti sur 2 km, après juste des fenêtres au niveau des plages surveillées, puis après plus rien. Donc ça s'est fait petit à petit. Et puis en fait, on a beaucoup de communes qui se lancent aussi, mais il y en a encore beaucoup. J'ai fait une formation pour toutes les communes du littoral girondin l'année dernière, pardon, à la demande du département de Gironde. Alors si je te remets la carte, Grégory, c'est compliqué de vous dire au jour d'aujourd'hui, de donner un chiffre sur l'ensemble du littoral français, le nombre de communes, etc. Mais je peux vous faire un petit peu des retours. Alors, je ne l'ai pas inscrit, le conseil départemental de Gironde. En fait, lui, il a une particularité, ce département, c'est qu'il finance le nettoyage manuel des communes du littoral girondin. Il participe au financement. Mais pas au nettoyage mécanique. Pas au nettoyage mécanique. D'accord. Sur ces questions-là, donc c'est une politique incitative, clairement. Et sur ces questions-là, il y avait une formation. Ils ont sollicité Rivage de France pour faire une formation de toutes les communes du littoral girondin. Et notamment dans le Médoc, il y avait partie bassin d'Arcachon et partie Médoc. Notamment Médoc, au départ, j'ai eu 2 communes. Ah non, nous, on fait comme ça, on a nos machines, on ne peut pas faire autrement, etc. etc. Bon, compliqué d'apporter d'autres éléments quand on a pu tout expliquer, mais et derrière, il y a une commune. Bon, nous, on faisait mécanique, et puis ça fait 2 ans qu'on a rentré les machines, ça marche très bien, et ça va beaucoup mieux. Et ça, par contre, ça a permis un petit peu de faire percuter un petit peu les 2 premières communes, et c'est tout l'intérêt, en fait, de faire venir se rencontrer des communes, de les faire discuter entre elles, etc., d'apprendre l'une de l'autre, pour faire évoluer les choses.
Bref, c'était un petit peu, ça a évolué, ça a beaucoup évolué, mais il reste encore aussi des communes qui continuent peut-être, ou qui peuvent encore évoluer dans un sens. Oui, alors là, en fait, ma question, c'était, là, on a deux, j'allais dire, parcours un peu emblématiques, un peu qu'on a envie de raconter, de montrer, etc. Et quand ils racontent, ça a l'air relativement simple. Et en une saison, c'est plié. Dans ce cas, pourquoi est-ce que, par exemple, l'élu de Valras ce matin nous disait sur ma plage urbaine, je suis bien obligé de faire passer la cribleuse parce que sinon, c'est une levée de bouclier. Qu'est-ce qui a pu convaincre Ajaccio et qui ne peut pas convaincre Valras? Alors, peut-être que Valras, je ne sais pas si la personne est encore là. Oui. Oui, il est toujours là, oui. Je ne sais pas si au niveau de la commune, il y a déjà eu une réflexion sur on va dire des formats de nettoyage qui pourraient être avancés, etc., qui sont partagés entre les élus référents, l'équipe, etc., à ce niveau-là. Et c'est vrai que je reparle en fait des freins. Il y a des freins, on en a parlé ce matin, et moi je ne connais pas en fait le territoire de Valras, donc j'aurais du mal à avancer dessus, mais comment ça se passe sur les parties plus naturelles, comment ça se passe sur les parties plus urbaines? Est-ce qu'il faut déjà faire un diagnostic en fait des choses? Est-ce que celui-ci a été fait? Et voilà. Pour vous poser la question directement, monsieur, quand vous entendez Madame Turc ou Monsieur Étienne, ça vous fait rêver, ou bien vous dites c'est très bien ce qu'ils ont fait, mais moi je ne vais pas faire pareil? Non, justement, ça me fait rêver. Ce qui m'a peut-être même le plus fait rêver, c'est entre midi et 2 en discutant avec mes collègues d'Agde, qui justement, eux, ont beaucoup plus un mix ramassage manuel et mécanique. Et justement, ils m'ont dit que ça marchait plutôt bien en fait, ce mix. Donc voilà. Mais sinon, le frein qu'effectivement les élus nous on se met, c'est peut-être c'est à avoir de surinterpréter ce que la population va penser. Et après, moi personnellement, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer aussi que ça peut coûter moins cher en fait. Il y a une question de coût. Voilà, mais moi je suis assez chaud pour que monsieur, alors Florian, je ne me rappelle plus son nom, Geoffroy, puisse me coacher pour essayer de motiver autour de moi, parce qu'effectivement ça fait, je ne sais pas si c'est le mot rêver, mais en tout cas ça donne envie parce que je pense qu'effectivement il y a quelque chose à faire là-dedans. Sur cette question de combien ça coûte, on a entendu ce matin dans les blocages qu'on projette l'idée qu'il va y avoir plein de salariés à rémunérer, plein de fiches de paie à faire, que ça va être un peu des galères et que ça va coûter cher. Et là, on a deux exemples où d'un côté on nous dit qu'on a économisé 30 000 euros, de l'autre côté on nous dit qu'on a économisé 50 000 euros. Est-ce qu'il y a des études là-dessus sur les coûts comparés d'un nettoyage mécanique, d'un nettoyage manuel? Alors j'ai des retours des communes avec lesquelles j'ai pu travailler qui m'expriment généralement une économie. Après, le coût de nettoyage, alors c'est vrai que on a eu deux exemples, par exemple, où ils ont totalement mis de côté les machines. Alors, on travaille aussi beaucoup d'évolutions, maintenant des machines sur les secteurs urbains, etc., bien entendu. Mais c'est vrai que là, c'est tombé sur deux exemples vraiment où la machine n'est plus utilisée. Pour reparler du coût, en fait, le coût va dépendre de l'effort de nettoyage, de l'effort de gestion qu'on va y faire. Par exemple, si on y va tous les jours, et si sur une plage de 500 mètres, on va vouloir faire toute la largeur, le nombre de passes, il va falloir le faire 30 passes à peu près. Il y a une différence si on y va tous les 2-3 jours et on va faire 3-4 passes juste sur une petite zone éventuellement qu'on veut lisser, etc. Voilà, tout de suite là, il y aura un effort en fait qui ne va pas du tout être le même. Donc un temps de salarié, des carburants économisés, etc., et un temps d'utilisation de la machine de manière globale moins important. Mais c'est vrai que le nettoyage manuel, l'utilisation d'un manuel, etc., souvent dans l'esprit, on peut penser que ça va coûter plus cher, etc. Mais quand on prend tous les paramètres du mécanique,
le temps humain que ça demande, parce qu'il faut le temps d'emmener les machines depuis la plateforme du centre technique municipal jusqu'à la plage. Il faut emmener les machines, les bennes. Donc, généralement, ça fait 2 machines à emmener pour un secteur. Le temps de nettoyage. Ensuite, il faut les ramener, il faut les nettoyer, les entretenir, etc. C'est du temps, c'est beaucoup de temps et d'énergie. Et c'est beaucoup de risques juridiques, comme on l'a vu ce matin, alors que la loi Badinter ne s'applique pas aux ânes, par exemple. Donc on est tranquille de ce côté-là. Et puis sinon, tout à fait ouvert pour travailler ensemble, bien entendu, sur la commune de Valras. Ok, alors Sophie Drey, vous êtes directrice de l'environnement et du littoral à la commune, l'agglo d'Hérault-Méditerranée, donc notamment la commune de Port-Iragne, sur laquelle, là aussi, on a commencé à avancer plus doucement quand même. Alors, effectivement, je vous présente le cas de la commune de Port-Iragne qui se situe sur l'agglo Hérault-Méditerranée. Nous, on a 3 communes littorales, Agde, Vias et Port-Iragne. La démarche sur Port-Iragne a commencé en 2010. C'est aussi la faute de Florian, qui était venu sensibiliser la commune, qui devait être un site pilote pour le nettoyage raisonné. Alors, le littoral de cette commune est tout petit, hein, ça fait 1,8 km. Sur la partie ouest, où il était question de changer les pratiques de nettoyage de plage, c'est un site Natura 2000. Et à l'arrière avec des terrains du conservatoire. Donc c'était aussi une clé d'entrée, ce site Natura 2000. Il y avait l'enjeu biodiversité qu'on souhaitait préserver en changeant les pratiques de nettoyage, mais aussi une opportunité d'avoir un contrat Natura 2000 qui pouvait financer les agents, les saisonniers supplémentaires pour faire ce nettoyage manuel. Et du coup, il restait 1,2 km de plage sur les 1,8 km de la commune qui était mécanisé, le reste avec du nettoyage manuel, avec des fréquences variables selon les enjeux environnementaux qui étaient dessus. Et donc ça a été testé en 2010-2011 avec un contrat Natura 2000. Et effectivement, ces pratiques ont apporté plutôt un gain financier que des dépenses supplémentaires. Le coût nettoyage était de 16 000 € et ils avaient économisé 4 000 € en changeant de pratique. Donc c'est une petite échelle, c'est pas un gros coût. C'est un petit linéaire aussi. Sur un petit linéaire, il n'est pas global, il n'y a pas les aspects traitement des déchets là-dedans, mais en tout cas, du coup, la commune n'a pu demander de contrat puisque ça montrait bien qu'il y avait une économie. L'avantage de commencer par ce site où il y avait vraiment des enjeux environnementaux, c'était de démontrer aussi les avantages des nettoyages manuels, puisqu'effectivement la biodiversité se développait avec les espèces qu'on a vues ce matin, le Forba peplis et le graveleux à collet interrompu, et aussi le sable qui tient mieux par les coups de vent, il est moins mobilisé. Et donc voilà, avoir ces deux plages avec des pratiques différentes ont permis aussi de voir les effets bénéfiques du nettoyage et inciter la commune, là, pour cette année, à aller aussi vers du nettoyage uniquement manuel. Alors, pour plusieurs raisons, c'est parce que cette commune qui n'était pas trop touchée en 2010 par l'érosion l'est de plus en plus, et donc là, ils voient une autre action supplémentaire pour limiter cette érosion. Et aussi, ils ont un groupe de portiplagistes, donc d'habitants bénévoles, enfin, ils sont montés en association, qui font tous les dimanches matins, de leur propre initiative, un nettoyage de la plage. Donc finalement, passer la cribleuse, donc ils enlèvent beaucoup de déchets tout le long de l'année, passer la cribleuse revient juste à enlever des coquillages et ça n'a plus d'intérêt en fait. Donc là, on a affaire à des collaborateurs occasionnels, spontanés du service public, alors des régimes de responsabilité compliqués. Est-ce que Vias et Agde, du coup, ont regardé avec un peu en la langue pendante en voyant ce qui se passe à Port-Iragne, ou bien est-ce que non? Bien sûr, les pratiques se partagent, mais après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est la particularité d'une commune qui n'est pas la voisine. Sur Agde, le Cap d'Agde, c'est 300 000 personnes l'été, un linéaire de littoral qui est beaucoup plus grand. Donc effectivement, les pratiques, ils les ont fait évoluer aussi. Alors, soit il y a des petites plages qui ne sont pas pratiques, qui ne sont pas accessibles
pour la cribleuse, soit effectivement, à force de discuter sur les enjeux aussi environnementaux, la bande, la plage n'est pas criblée en totalité comme ça pouvait l'être avant. Et ils vont venir nettoyer une plage, mais tous les 48 heures ou 72 heures. Donc, en tout cas, ils essayent d'évoluer. Les attentes de la population sont peut-être aussi différentes d'une commune à l'autre. Port-Irène avait plus une mentalité nature que le Cap d'Agde, où on va avoir un peu plus un tourisme de masse. Donc il y a aussi ces aspects-là qui rentrent en compte. Par contre, ce qu'a fait Agde depuis bien 4-5 ans, c'est de remonter aussi les poubelles, de ne plus les laisser sur la plage, de les remonter en entrée de plage. Donc c'est un gain de temps pour eux et une économie importante de déchets qui n'est plus à traiter. Eux aussi ont constaté qu'il y avait moins de déchets. Ils ont dû partir, ils ne sont pas là. Mais ils ont aussi constaté qu'il y avait moins de déchets du fait de l'enlèvement des poubelles sur les plages. Donc, moins de déchets à traiter. Donc, là aussi, des économies budgétaires. Voilà. Okay. Exactement. Alors, vous ne représentez pas une des communes, mais l'agglo. Vous êtes accompagné de quelle façon, les communes, dans ce cheminement? Alors, on les accompagne parce qu'on est gestionnaire d'espaces naturels qui sont à proximité des plages et aussi parce qu'on est gestionnaire GEMAPI, donc en charge de la thématique érosion. Et donc, ça nous permet d'apporter les informations aux élus et techniciens, de former les saisonniers en début de saison pour justement qu'ils soient relais de toutes ces informations, en travaillant aussi sur les outils qu'on va pouvoir mutualiser sur toutes les communes auprès des offices du tourisme ou des autres professionnels. Quand vous parlez d'outils à mutualiser, vous parlez d'outils de communication comme un livret, par exemple. C'est ça. Vous n'organisez pas, on parlait ce matin de mutualisation de matériel, de cribleuse notamment, etc. Ça, c'est pas vous qui l'organisez? Non, nous, on n'a pas du tout la pas cette compétence-là. Ok. Monsieur Allais, vous représentez aussi un EPCI, celui de la communauté de communes Albert Cap-Vermeil-Libéris, donc on est plus près d'ici. Comment il y a combien de communes littorales sur votre territoire? Alors, 7 sur le territoire de la communauté de communes. Alors, une partie sur la côte rocheuse et l'autre sur la côte sableuse. Donc sur ce territoire, la particularité, c'est que on a été amené à s'intéresser à la problématique des plans raisonnés d'entretien par le biais de la GEMAPI. C'est ça notre point de départ. Le point d'entrée, le point d'entrée, il est très honnêtement, il n'est pas lié à une question de biodiversité. Donc là, pour le coup, Florian Geffroy n'y est pour rien. Alors, j'étais, comme disait ce matin Fabrice, le géomorphologue qui veut analyser un problème de volume de sable. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été alerté par l'intermédiaire de l'OBSCAT d'un problème d'érosion sur le territoire de la communauté de communes. On a pris ce problème au sérieux. On a réalisé des premières réunions publiques, notamment sur la commune d'Argelès-sur-Mer, pour expliquer la trajectoire que prenait la commune. Et donc, rapidement, on s'est intéressé à ce qui pouvait nous permettre de ralentir un petit peu ce problème. Et très rapidement, comme on a la chance d'avoir le parc marin qui est voisin de nos locaux, qu'on a aussi finalement la réserve du Mas-Larieux, on avait en fait autour de nous tout ce qu'il fallait comme ressources intellectuelles pour avancer sur ce sujet-là. On a proposé, en fait, avec Florian, de former, oui, il est toujours quelque part à un moment donné, de former, en fait, les équipes de la commune d'Argelès, parce que pour nous, c'est le plus grand linéaire sur notre territoire, mais aussi la commune d'Aisne, qui a son petit morceau aussi, mais qui est dans la réserve. Donc, il y a aussi une particularité, on en a parlé ce matin. Donc de former un petit peu les agents. C'est là où on s'est rendu compte de toute cette problématique de l'entretien des plages que nous, on n'avait pas forcément évalué, de la difficulté que ça représentait pour la commune, et donc d'essayer de les aider à partir dans un plan raisonné.
avec un autre point de départ très intéressant, celui-là, c'est l'opportunité dans la commune d'Argelès de se rendre compte qu'ils ont 3 cribleuses et qu'il y en a une qui est en panne. Et il faut la renouveler. Et ça coûte 300 000 €. Et ce ne serait pas le bon moment pour changer la façon d'évaluer un petit peu cet entretien. Donc c'est en partant de ce constat-là aussi qu'on s'est dit, essayons de faire quelque chose, et essayons de faire quelque chose de cohérent entre notre connaissance des sites qui sont soumis à une érosion et en même temps votre problème d'entretien. Donc on a essayé de croiser ces deux aspects. Donc ça nous a permis déjà d'aller là sur le terrain effectivement avec les agents pour leur expliquer ce que eux ne voyaient pas dans la problématique de l'entretien et de l'accentuation de l'érosion par le biais des tracteurs, d'échanger ensemble un petit peu sur ces pratiques-là et de trouver un moyen de répondre à ça. Alors, sur les 7 km de linéaire d'Argelès, on a bien compris qu'on ne pourrait pas changer du jour au lendemain la pratique, mais en même temps, le plan, on pouvait le phaser en plusieurs années et réfléchir à faire évoluer un peu les pratiques. Donc là, l'idée, elle a été finalement d'avoir quelque chose de mesuré dans le temps, mais de commencer sur 2 secteurs, en disant à partir sur 2 secteurs, donc la plage de la Marenda et la plage du Racou, du jour au lendemain, d'arrêter l'entretien mécanisé. Ça, c'était quand? C'était en quelle année? C'était en 2000. Alors, la formation était en 2023, donc c'est l'été qui a suivi, où la commune a décidé, de ne pas racheter une troisième, en disant on part avec 2. Donc du coup, mathématiquement, on ne peut pas aller partout non plus. Donc on arrête 2 secteurs. On arrête de passer la machine sur 2 secteurs. Ensuite, sur 50% du reste du linéaire, on va diviser par 2 et notre fréquentation et la surface qu'on va exploiter. Diviser par 2 la fréquentation, la fréquentation, mais aussi la surface. La fréquentation de c'est-à-dire que la fréquentation des passages. Ah oui, la fréquence, d'accord. Ok. Donc en n'allant plus sur le haut de plage et en laissant bien évidemment tout le bord de mer où la laisse de mer peut venir. C'est-à-dire qu'en finalement, on réduit vraiment la bande qu'on va entretenir. Et sur la partie la plus urbanisée, là, de bien considérer qu'on ne pouvait pas, en un claquement de doigts, changer les pratiques et de rester sur une approche, voilà, comme on voit sur l'écran, avec 7 fois par semaine, c'est-à-dire tous les jours, de venir nettoyer. Et comment est-ce que les usagers ont réagi? Alors, à ma connaissance, aucun mauvais retour. Ils n'ont pas réagi, d'accord. Il n'y a eu aucun mauvais retour. Il y a eu, par contre, un gros travail qui a été fait derrière pour expliquer ce qui se passait et notamment découvrir qu'on avait du ramassage manuel qui était fait sur certains secteurs. Je me souviens encore d'une personne du Luxembourg qui était sur la plage et qui nous a dit mais c'est dingue comme qualité de service de venir le matin avant que j'arrive ramasser les mégots de cigarettes. Voilà, donc il y a eu alors ces 2 sites-là sont un peu particuliers. La plage de la Marenda, je pense que dans l'enquête de ce matin, c'est des secteurs où il y a peut-être une petite appétence un peu plus importante sur l'environnement. Donc ces gens-là étaient très satisfaits. Voilà, il n'y a pas eu de problématique. En tout cas, la commune ne nous a pas fait remonter de problèmes, ni de personnes qui arrivaient dans les offices de tourisme en disant c'est sale. C'est dégueulasse. Ni plus ni moins que les autres années. Il n'y avait pas d'éléments comme celui-là. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Et nous, ça nous a permis, dans un deuxième temps, de revenir sur notre compétence GEMAPI en se disant, maintenant, on va regarder comment la plage évolue et est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à venir gratter un petit peu plus comme effet positif de ne plus faire cet entretien. Et donc là, on s'est rendu compte, bien évidemment, que la végétation en haut de plage reprenait, puisqu'on ne venait pas l'agresser. Et donc, on a décidé de s'engager dans un beau chantier de mise en défense sur une partie urbanisée de la plage, en lien finalement avec ce plan raisonné. C'est-à-dire sur ces 2 plages-là, celle du Racou? Alors, non, sur la plage de la Marenda, c'est déjà fait. D'accord. Mais en revenant vers le centre-ville d'Argelès, notamment sur la plage qui s'appelle la plage du Tamariguet,
entre le camping Le Roussillonnais et le casino d'Argelès. Donc ça veut, là, ce que vous voyez, c'est le P2, P3 à peu près, ces deux secteurs-là, qui étaient donc moins entretenus et qui laissaient sur la partie haute la végétation se réimplanter. Eh bien, on va s'engager dans une mise en défense de tout ce secteur-là pour permettre à la dune, finalement, de se reformer simplement en protégeant la végétation qui est en train de repartir. Donc là, c'est vraiment articulé dans notre compétence GEMAPI la réalisation du plan raisonné et trouver des intérêts convergents entre ceux de la commune, ceux de la communauté de communes et ceux du parc sur la protection de la biodiversité. Alors, je voudrais vous poser la même question qu'à votre voisine. Les 6 autres communes de l'agglo, communes littorales, Oui. est-ce qu'elles regardent d'un air un peu envieux ce qui se passe à Argelès, ou bien est-ce qu'elles se demandent ce que font ces cinglés de voisins Alors, pour la commune d'Elne, la particularité, c'est que comme on est dans la zone de la réserve, il y a déjà une réflexion qui est un petit peu différente. Donc là, voilà, le cas n'est pas enfin, c'est pas un choc de travailler sur cette question d'entretien. Oui, ça c'est un peu Voilà. différent, oui. Sur la partie de la côte rocheuse, alors là, je vais prendre ma deuxième casquette. Je suis aussi maintenant l'animateur d'un nouvel observatoire qui est le petit frère de l'Obscat, qui est né au mois de décembre dernier. Donc ces questions-là vont devoir se poser aussi sur la partie côte rocheuse. Il n'y a pas les mêmes linéaires, il n'y a pas les mêmes plages, il n'y a pas les mêmes approches, mais personne n'est venu dire que c'était une folie de faire ça. Mais il va falloir effectivement qu'on aborde ces sujets-là aussi avec les communes de la côte rocheuse qui ont certainement des pratiques peut-être à reprendre éventuellement. Mais bon, on n'est pas sur les mêmes secteurs non plus. C'est un peu particulier la côte rocheuse. Ok. Est-ce que vous avez... alors, je pense que Madame Turc et Monsieur Étienne sont encore avec nous. En tout cas, ils sont encore à l'écran. Peut-être disponibles pour, si vous avez des questions, de même que Jean-François Étienne et Madame Drey sont là. Si vous avez des questions... J'ai une petite question. Oui. Si je peux me permettre, qui concerne Jean-François Étienne, bonjour. Qui concerne, j'ai entendu parler de compétences GEMAPI, ça m'a interpellé. Ça veut dire qu'il y a pu y avoir de mobiliser des financements GEMAPI sur du nettoyage raisonné des plages? Non, pas des fonds GEMAPI pour... alors, sur la partie formation, ça a été une volonté de l'Interco de le prendre sur le budget général de la collectivité. Excusez-moi, j'entends pas très bien du coup. Peut-être l'animateur peut rappeler. On va venir vous apporter la réponse à Désolé, domicile. Ça doit être le micro qui veut bien parler. Alors, sur la formation, en fait, pour l'entretien et le plan raisonné d'entretien des plages, ce n'est pas des fonds GEMAPI. C'est vraiment une volonté de l'Interco de le prendre sur le budget général. Voilà, c'était un choix. Par contre, bien sûr, tout ce qui a trait à la mise en défense de la plage, puisque le plan raisonné produit des effets positifs, là, bien sûr, oui, on bascule sur du GEMAPI. Oui, ok, d'accord. Oui, ça me parle mieux. Parce que j'ai du mal à imaginer qu'ils aient réussi à mobiliser des fonds GEMAPiens sur directement du nettoyage. J'ai même pas tenté. Autre question? Pas de questions? Oui, en fait, ce que vous ne savez pas à l'Aiguillon et à Ajaccio, c'est que dans la salle où on est, il fait très très froid et qu'on est tous congelés. Voilà. Florian, est-ce que le Rivage de France a, j'allais dire, des objectifs à atteindre, ou se fixe des objectifs, même informels, j'allais dire, d'évolution
de ces pratiques sur l'ensemble du littoral en France? Est-ce que on se dit à Rivage de France, ça serait bien que 30% dans 5 ans, 50%, 100%? Non, non, non. On n'a pas d'objectif en soi. En fait, nous, on est dans la promotion, bien entendu, de ces démarches-là. Après, on ne peut pas avoir d'objectif de tant de collectivités, etc., etc. On ne se les est pas encore donnés. Alors, peut-être qu'il faudrait, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est toujours dans l'accompagnement, parce qu'on est sollicité. On intervient parce qu'on est toujours sollicité sur ces questions-là. Donc, si on est toujours sollicité, c'est qu'il y a toujours des besoins, etc. Donc là, on répond vraiment à ces besoins. Mais c'est vrai qu'on commence à avoir quand même beaucoup de retours, d'éléments, etc. Il faudrait peut-être qu'on se pose la question, tout du moins, de mieux les compiler, peut-être, mieux les enregistrer pour être un peu plus démonstratif, quoi. Et concrètement, donc on vient de voir qu'il y avait une sollicitation là, de la part d'une plage dans l'Hérault, de Valras. Concrètement, quel appui est-ce que Rivage de France apporte? On a vu là que l'intervention de Rivage de France a été déterminante dans le déclenchement au départ de l'action, comme on dit en rugby. Mais concrètement, si une commune commence à se dire « Ah tiens, et si on imaginait qu'est-ce que Rivage de France peut faire pour elle ?» Alors, il y a plusieurs étapes. Je pense qu'il y a une première étape de proposition d'accompagnement. Donc, voilà, quelque part, faire une forme, déjà, avoir un échange et faire une forme d'étude, voilà, qui comprendrait en gros un diagnostic et, on va dire, une définition de plan de nettoyage raisonné. Donc, ça, c'est un format d'étude. Et généralement, derrière, il y a l'accompagnement pour la production d'outils de communication. Il y a la mise en place de formations qui peuvent être aussi, qui sont indispensables en fait quand on veut faire évoluer les pratiques. Donc voilà, une étude, ce qu'on a fait pour Ajaccio par exemple, on a fait une étude et puis ensuite on a fait une formation. Une étude qui intègre l'aspect économique, c'est-à-dire on peut calculer, oui. Voilà, Madame la maire ou Monsieur le maire, voilà combien combien vous allez économiser de budget municipal en changeant de pratique. Ah oui, oui, complètement. Ça, c'est un élément indispensable. Et pas très compliqué, forcément, à identifier. Et un accompagnement juridique aussi, avec voilà quels risques. On a entendu ce matin les risques qui étaient liés au nettoyage mécanique. On arrive aussi à dire, mesdames et messieurs du conseil municipal, voilà quels risques juridiques vous allez encourir nouveaux, mais quels risques juridiques vous allez éviter en changeant de pratique? Oui, tout à fait. Donc ça, on peut tout à fait mobiliser Aurélien qu'on a vu tout à l'heure, qui peut faire une intervention de 30 minutes au conseil municipal là-dessus. Ça, c'est des choses qui accompagnent aussi le dispositif. Ouais. Merci Madame Turc, merci Jean-François Etienne, merci mesdames, messieurs.